Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous proposé par Franchise Expo en partenariat avec l'Observatoire de la franchise. Merci de vous connecter, de suivre ce live. On est à quelques jours du Salon de la franchise, Franchise Expo à Paris qui se tiendra donc Porte de Versailles du 26 au 29 septembre prochain. Un salon qui appartient à la Fédération française de la franchise et qui est organisé par RX France. Merci de participer à ce live. On commence tout de suite par un constat. L'activité économique est en pleine reprise après l'année 2020 un petit peu particulière que l'on a vécue et les réseaux de franchise qui sont existants en France, il y en a plus de 2000, souhaitent redonner du rythme à leur développement. Alors pour y parvenir, eh bien, on va voir ensemble quelles sont les méthodes qui existent. Je vous présente les trois invités avec lesquels nous allons converser pendant un petit peu moins d'une heure pour répondre aux grandes questions. Prisca Ingremont, bonjour Prisca. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de Bagel Corner, c'est une enseigne de restauration rapide. Merci d'être présente. Samuel Buteau, bonjour. Vous êtes, directeur réseau Cave à Vin, alors la vente de vin. Absolument. N'est-ce pas? Comme son nom le dit bien. Et en face de vous, on a le plaisir d'être accompagné par Laurent de la Fontaine. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue. Vous êtes, merci, vous êtes associé fondateur d'Axe Réseau, Laurent, et vous accompagnez le développement de réseaux. Alors vous qui nous suivez, vous allez pouvoir poser vos questions en direct durant ce live. Selon l'interface grâce à laquelle vous nous suivez, n'hésitez pas à intervenir à tout moment et poser vos questions. On se fera le relais évidemment. Alors avant de commencer ce live, quelques chiffres. Franchise Expo cette année, c'est plus de 500 exposants, des experts du collège de la Fédération française de la franchise, des organismes de financement, villes et territoires. Et on va ensemble maintenant voir quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser, les bonnes questions, si tant est qu'il y en ait, à se poser avant de devenir franchiseur. On va d'abord parler du profil. Laurent, première question fondamentale à se poser, comment savoir si j'ai le bon profil pour devenir franchisé? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Alors, un profil particulier, probablement qu'on va retrouver des capacités managériales, entrepreneuriales, avoir envie de réussir, avoir envie d'être commerçant dans sa ville, donner du sens parfois aussi. Bref, avoir l'envie de démarrer quelque chose. Souvent, ce sont des salariés en reconversion et qui ont souhaité donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle. Donc, la première des caractéristiques, c'est cette envie d'entreprendre. Prisca, chez vous, sur le réseau spécifique Bagel Corner, est-ce qu'il y a un profil type de franchisé aujourd'hui ou pas spécialement? Alors, en réalité, il n'y a pas un profil type. Il y en a plusieurs. Comme le disait Laurent, déjà, la première des choses, c'est d'avoir envie parce que c'est un véritable changement de vie. C'est de devenir entrepreneur, c'est de devenir chef d'entreprise. Donc, il y a tout ce statut. Au-delà du statut, il y a parfois aussi l'apprentissage d'un nouveau métier. Et c'est en ça qu'il n'y a pas vraiment un profil arrêté puisque la franchise est là pour donner les clés, donner les codes, donner le savoir-faire, en fait. Enfin, accompagner tout simplement le franchisé, quel qu'il soit, dans son nouveau projet. Samuel, vous rejoignez ce que Prisca vient de dire? Je rejoins complètement Prisca dans l'approche, effectivement. On a affaire à des gens qui ont envie de créer leur propre business, de se lancer accompagnés, donc en franchise, effectivement. Il peut y avoir deux types de profils. Un profil qui a besoin d'un peu plus d'accompagnement. Donc on va plutôt privilégier des types de contrats type l'affiliation, dans lequel on va l'accompagner pendant ce candidat à la franchise pendant à peu près 3 ans, en vue de développer de la franchise et de voler un peu de ses propres ailes. Donc je dirais qu'il y a différents types de profils de futurs franchisés. On parlera d'ailleurs tout à l'heure des aides que le réseau, que les franchiseurs apportent évidemment au réseau. Vous disiez, Laurent, ce sont souvent des salariés qui sont en reconversion. Le choix de se lancer en franchise, est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est un choix qu'il faut aussi partager avec son entourage, un choix qui devient un choix familial par défaut? Alors oui, il y a deux questions dans votre question. Le premier, c'est que le premier point, c'est qu'un chef d'entreprise en franchise n'est pas souvent un entrepreneur. Je m'explique. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer l'idée. C'est Bill Gates, voilà. C'est quelqu'un qui va avoir l'idée et qui va la développer. Il va être chef d'entreprise, mais entrepreneur. Le franchisé, il va être chef d'entreprise, mais il va dupliquer une idée existante. La différence est là. Par contre, si vous me posez la question sur le niveau d'accompagnement, le franchisé, c'est une décision qu'il va prendre, et je lui recommande, de manière familiale. Il ne faut pas qu'il aille contre une volonté. Si sa compagne ou son mari lui dit non, je ne te vois pas là-dedans, ce n'est pas un bon projet pour toi, il n'a pas envie d'y aller, je pense que ce n'est pas une bonne façon de commencer l'histoire en franchise. Le deuxième point, c'est la mobilité géographique. C'est-à-dire que vous rêvez d'une enseigne, mais cette enseigne veut absolument vous mettre sur un site
loin de chez vous, et vous n'avez pas envie de déménager, là encore, c'est à la contresens. Et puis peut-être que le troisième, ce serait la raison économique. Vous avez une franchise qui vous fait rêver, mais l'investissement est très lourd et vous n'avez pas forcément les apports nécessaires. Et aller au-delà de ces apports, c'est peut-être se mettre en risque financier. Et là, il faut bien calculer son coût pour ne pas se mettre en danger, là encore, pour des raisons familiales. Alors, on parlera d'ailleurs dans quelques instants de l'investissement, puisque ce sont des questions que vous vous posez. Prisca, est-ce que devenir franchisé, c'est un changement de vie et un changement de vie radical pour certains? Oui, clairement. Laurent parlait justement de plusieurs critères, enfin de plusieurs points, en tout cas, d'attache, points de vigilance plutôt. Je dirais que il faut vraiment épouser le projet, c'est le cas de le dire. Il faut avoir le soutien familial. En fait, c'est très clair. Il faut se donner, l'expression est très vraie, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et il faut regarder si on a les moyens déjà financiers, parce qu'effectivement, il y a une notion d'investissement, donc on va la développer ensemble. Il faut se donner les moyens aussi techniques. Est-ce que je vais pouvoir apprendre un nouveau métier? Est-ce que je vais pouvoir découvrir quelque chose? Est-ce que la franchise me donne tous les services et les supports pour me donner les moyens d'y arriver? Il y a vraiment plusieurs critères à vérifier pour réussir son projet. Samuel? Oui, je compléterai avec ce qu'a évoqué aussi Laurent tout à l'heure, qui est de trouver effectivement sa zone géographique. C'est très important. On dit souvent qu'on entreprend là où on se sent bien, là où on connaît son tissu relationnel. Et effectivement, on va s'implanter dans des villes sur lesquelles on a une connaissance géographique, bien sûr. Est-ce que on a le choix, d'ailleurs, quand on devient franchisé, on a le choix de l'endroit où l'on peut s'installer, ou est-ce que c'est forcément guidé par le réseau qui va nous dire non, on a déjà quelqu'un qui a cette franchise-là dans cette ville, et donc il va falloir peut-être se déporter un petit peu? Qui veut répondre? Effectivement, si on parle du choix géographique, dans un contrat de franchise, il y a une délimitation qui s'appelle la réservation de zone. Et donc, du coup, effectivement, il y a une zone de chalandise qui est attribuée à un franchisé. Donc, si on se retrouve avec plusieurs franchisés dans la ville, effectivement, il y a des façons où je ne vais pas pouvoir venir m'implanter sur cette ville-là. Mais effectivement, si vous trouvez des réseaux qui ont peu de maillage au national, la possibilité de s'implanter dans une ville reste finalement assez grande. A contrario, si vous avez un réseau qui est complètement maillé, là, auquel cas, effectivement, vous pouvez être orienté un petit peu vers la tête de réseau, mais qui vous conseillera toujours une zone dans laquelle vous avez une affinité et la conviction d'entreprendre. Vous validez, Laurent? En fait, le franchisé, c'est un entrepreneur juridiquement totalement indépendant. Encore plus quand il est candidat, puisqu'il n'a pas encore signé. Donc, quand je vais aller voir Prisca, je vais lui demander, voilà, je veux aller sur Lyon. Elle va me répondre, j'ai déjà 3 bagel corners sur Lyon. Donc, elle va me dire, je n'ai pas de disponibilité sur Lyon, par contre, je l'ai à Villefranche. C'est ma liberté de dire, OK, je vais aller à Villefranche, ou de dire, ça ne m'intéresse pas, je vais me retourner vers une autre enseigne. Donc, le candidat est totalement libre. Quand il devient franchisé, il rentre dans le schéma que vient de citer Samuel. Alors, on a parlé du financement. Le mot financement a été lancé. J'imagine que cela vous intéresse et ça fait partie des nombreuses questions que vous devez certainement vous poser aujourd'hui. Quel est le niveau d'investissement qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer dans la franchise? Et est-ce que ça va aussi guider le choix de la marque du réseau avec lequel je vais travailler? Alors, sur un site comme l'Observatoire de la franchise, ou lorsque vous irez au salon Franchise Expo Paris, probablement vous allez entendre le mot montant des apports ou investissement global. Donc, il faut déjà bien faire la différence. Dans un projet de franchise, on va parler d'un investissement. L'investissement, ça va comprendre mobilier, matériel, agencement, fonds de commerce, droit d'entrée, un ensemble de sommes qui forment un tout qu'on appelle l'investissement. Et pour avoir, par exemple, une enseigne de burger premium, on va avoir un investissement d'environ 900 000 €. Ouais. Très bien. On va demander au candidat à la franchise un apport personnel, c'est-à-dire le montant cash qu'il peut mettre à disposition de ce projet. Ce montant va varier entre 25 et 40 %. Si vous êtes sur des locaux commerciaux, on va être plus proche de 30 %, de 40 %. Si vous êtes sur du service à la personne, sans matière hypothécable, la banque va plutôt demander 25 %. Donc je résume, l'apport environ 30 %, le renfort bancaire 70 % pour que l'investissement global soit de 100 %. C'est un peu comme un appartement, Prisca? C'est exactement ça. C'est exactement la même chose? Exactement. Ouais. On n'a pas toujours le financement global, on n'a pas toujours la somme, je dirais, sur son compte en banque de l'appartement, mais on peut avoir en tout cas un apport qui va rassurer une banque et qui va permettre d'aller chercher justement le complément. Dans vos réseaux respectifs, quel est l'apport que je dois avoir pour me lancer si demain j'ai envie de vendre des bagel corner?
Je dirais qu'en moyenne, un apport disponible, Oui. c'est 70 000 euros, puisque un projet global, vraiment clé en main, tout l'agencement d'un restaurant avec le droit d'accès, le droit d'entrée à la franchise, il va se situer aux alentours de 200 000 euros. De 200 000 euros. Ouais. Sans le bail commercial Sans le bail Là, je commercial. parle vraiment de l'agencement et de l'investissement, enfin du restaurant, du corner en lui-même. D'accord, donc c'est typique au réseau Bagel Corner. Chez Cavavin, Samuel? Chez Cavavin, on va être sur une fourchette entre 60 et 80. Et quand on dit 60 et 80, on a une valeur qui est liée au stock initial de départ. Ouais. On a des travaux d'aménagement. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi en franchise, où on l'entend assez souvent, un droit d'entrée. Et le droit d'entrée, c'est traduit par tous les services du franchiseur. Donc, l'accompagnement au démarrage avec un développeur qui va vous accompagner pour valider l'emplacement, faire des études de faisabilité de projet, études de la concurrence, etc., etc. Et tout ça comprend vraiment ce droit d'entrée. Alors, première question qui arrive parmi les nombreuses que vous pouvez donc nous faire parvenir. Une question d'Omar. Est-ce qu'un entrepreneur dans un domaine peut être franchisé dans un autre domaine? Autrement dit, est-ce que la franchise permet de changer de secteur d'activité, par exemple? C'est le propre de la franchise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas caviste peut devenir caviste chez Cavavin. Quelqu'un qui ne connaît rien à la cuisine peut devenir Bagel Corner. Donc là, le propre de la franchise, c'est de transmettre un savoir-faire. Donc la réponse est oui. Par contre, il existe des franchises, typiquement l'hôtellerie, où on aime bien avoir des gens qui sont issus de l'hôtellerie, parce qu'on a accès directement aux fonds de commerce existants. Ou d'autres secteurs qui sont dits réglementés. Par exemple, la coiffure, il faut avoir un diplôme de coiffeur. Un opticien, il faut être opticien, il faut avoir un diplôme d'État. Donc vous avez soit les secteurs réglementés, où donc vous êtes forcément issu de ce secteur, soit des secteurs où la coutume veut qu'on prenne déjà des gens issus, par exemple l'hôtellerie, et puis enfin, c'est l'énorme majorité, des gens qui ont un projet entrepreneurial, qui ne savent pas trop quoi choisir, qui ont une appétence pour tel ou tel secteur d'activité, et qui en l'intégrant, vont être formés à ce savoir-faire, vont le mettre ensuite en exploitation chez eux, grâce à un accompagnement au démarrage et une formation continue. Alors cela amène évidemment à cette question au deuxième thème que l'on va ensemble aborder, comment sélectionner le réseau qui vous correspond, le secteur et le réseau, parce que c'est important. Est-ce que j'aime le concept avant de savoir combien je vais gagner? Est-ce que ça résume à peu près l'état d'esprit qu'il faut avoir avant de se lancer? C'est mieux, Prisca, oui. c'est mieux? Oui, je pense. D'accord. Oui, oui. Il y a une C'est notion... d'abord le concept avant la rémunération, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, dans les faits, on a quand même effectivement la question de la rémunération. Elle va arriver très très vite. On va en parler. Mais un contrat de franchise, on en parlera certainement après. Bien sûr. Il y a une notion de durée et c'est quand même mieux d'exercer un métier qu'on aime. Nous, par exemple, chez Bagel Corner, on a parfois un profil où le franchisé va vraiment être commerçant, il va être acteur, il va vraiment être au sein de sa boutique. C'est mieux d'aimer le produit et ce qu'on fait, parce qu'on y passe un peu de temps. Bon, il y a, dans la façon dont vous accompagnez d'ailleurs les candidats, il y a aussi toute cette approche qui va peut-être les amener à aimer encore plus le produit. Mais j'imagine qu'on ne vend pas de vin si on n'aime pas le vin. Alors, c'est mal parti. Avec modération, bien sûr. Il faut avoir cette affinité, mais Ouais. plutôt ce côté un peu épicurien, le sens du relationnel, du commerce. Effectivement, ça, c'est les clés de succès. Donc, accompagner un porteur de projet avec ces trois piliers, ces trois critères-là, ça nous permet effectivement de démarrer sur des bonnes bases. Donc oui, effectivement, c'est important. Je pense que c'est aussi du bon sens. C'est-à-dire que lorsque le candidat vient voir un développeur, s'il commence à lui dire combien ça coûte, ça agace. Ça agace bêtement, c'est inutile. C'est une mauvaise démarche par rapport à les bonnes questions à se poser pour devenir franchisé. La bonne posture, c'est de venir pour être intéressé par le concept. La bonne question, c'est est-ce qu'il a déjà été au moins déjeuner ou visiter le concept? Est-ce qu'il connaît le produit-service? Ça, ce sont des questions et des méthodes et des postures qu'il doit adapter. Oui, Pour compléter effectivement ce que dit Laurent, c'est déjà de pouvoir rencontrer le franchiseur, de se dire est-ce que j'ai une affinité avec cette tête de réseau, parce que je vais partir en accompagnement pendant toute la durée de mon contrat de franchise. Donc, on parlait d'immobilier tout à l'heure, là on est presque comme un contrat de mariage, il faut effectivement aller à l'affect. Et rencontrer les franchisés sur le terrain pour se dire, voilà, est-ce que mes franchisés sont heureux, est-ce qu'ils sont épanouis dans leur investissement? Donc ça, c'est effectivement deux critères qu'on peut donner aux internautes, absolument. Laurent, sur ce plateau, Prisca et Samuel sont représentent deux franchiseurs du secteur alimentaire. Lors du salon Franchise Expo, qui se tiendra, je vous le rappelle, du 26 au 29 septembre prochain, quels sont les autres secteurs qui peuvent offrir la possibilité de devenir franchisé demain? Là, c'est toute la chance de ce salon. Vous avez plus de 500 exposants.
plus de 500 enseignes, tous secteurs d'activité confondus. Dont 160 nouvelles cette année. Amélioration de l'existant, amélioration de l'habitat, service à la personne, commerce de détail. La liste, elle est à l'après-vert. Ouais. On peut trouver quelqu'un qui va proposer de la recherche de fuites d'eau non destructives, comme quelqu'un qui va proposer de la cosmétique, des salles de sport, des bars à bière. Franchement, on passerait la journée à vous expliquer l'ensemble des secteurs. C'est vraiment la richesse d'un salon comme celui-ci, c'est qu'au même endroit, au même moment, vous pouvez, en une seule visite, avoir plusieurs concepts. Si je peux me permettre, c'est justement piégeux. Vous avez tellement de choix que trop de choix tue le choix. Donc, lorsque vous préparez un salon, il faut d'abord avoir repéré un petit peu 3 secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi je vais voir tel secteur et tel autre. Et au sein de ces secteurs, vous choisissez 3 enseignes. Donc vous allez faire à peu près 9 entretiens. Parce que si vous faites tout le salon, vous allez être perdu. Il y a trop d'enseignes quelque part pour une personne seule. Le raisonnement, j'ai 50 000, on prend un exemple, j'ai 50 000 euros d'apport personnel. Est-ce que je viens au salon et je regarde toute la possibilité de réseau qui m'offre la possibilité d'entrer en franchise, ou est-ce qu'il faut réagir différemment? Il faut déjà avoir une appétence pour le secteur d'activité? Moi, je pense que c'est une bonne remarque. Moi, si j'étais candidat demain sur un salon de la franchise, avec le recul que j'ai sur l'activité de la franchise, oui, c'est comme si j'achète une voiture. J'aime beaucoup Ferrari, mais je n'ai pas accès à Ferrari. Donc, je n'irai pas dans une concession Ferrari. De la même façon, si je vais sur le salon de la franchise, si j'ai 50 000 euros d'apport, par le biais de l'observateur de la franchise, je sais parfaitement quelles sont les enseignes qui vont me donner, d'ailleurs il y a des classements, des critères, vous pouvez sélectionner 50 000 euros d'apport, et surtout j'aurais au préalable choisi le secteur d'activité qui m'intéresse. Donc oui, j'aurais préfléché quelque part mon itinéraire sur le salon via le secteur qui m'intéresse, via l'apport financier que je peux apporter. Et je n'irai pas plus loin, oui. Quels sont les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition, Laurent, de ceux qui veulent se lancer en franchise? Il y a le salon, on l'a dit, il y a d'autres outils qui existent aujourd'hui? C'est la chance qu'aujourd'hui nous offrent les différents médias et les journalistes. C'est que vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, c'était compliqué, parce qu'on avait quelques magazines qui offraient de l'information, mais c'était tout. Aujourd'hui, vous avez, via l'Observateur de la franchise, via la Fédération française de la franchise, via même Google, un certain nombre d'informations qui vous permettent d'avoir une vision très très forte et très large d'un secteur d'activité. Justement, le salon va vous permettre non pas d'être sur cette gamme très large d'informations, mais d'aller en profondeur sur une information. Par exemple, je m'intéresse au caviste, je vais m'orienter vers cave à vin et passer le temps qu'il faudra sur le stand pour zoomer sur cave à vin. Donc beaucoup d'informations sur Google et autres, mais resserrées lors d'un salon. Alors justement, cave à vin, Samuel, je vous pose la prochaine question. Quel est le processus de candidature quand on vient vous voir? Quel est le parcours qui nous attend? Alors déjà, on se rencontre effectivement sur le salon, on évoque un peu tous les sujets, mais sur un salon, comme l'a dit Laurent, vous allez comparer différentes enseignes. Suite après le salon, on fait ce qu'on appelle nous des réunions d'information. Donc il n'y a absolument pas quelque chose de contractuel. Ça permet effectivement de rentrer un peu plus dans le détail, parce que sur 15-20 minutes de salon, vous allez poser tout un tas de questions, mais vous n'aurez pas la totalité du réseau. Donc ces réunions d'information vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin pour en savoir un petit peu plus. Et ensuite, après, vous passez dans des phases où vous allez voir le franchiseur, où là, on va vous montrer tous les services que propose le franchiseur, l'état d'esprit du franchiseur également, le type de société que le franchiseur peut être, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à une société familiale, un grand groupe, etc. Et puis ensuite, après, vous rentrez dans différents process qu'on parlera peut-être tout à l'heure, qui sont effectivement des séquences de formation et puis des zones un peu contractuelles. Mais là, effectivement, on va un peu plus loin. Prisca, chez Bagel Corner, c'est le même principe, le même process, le même parcours? Oui, je dirais que globalement, c'est un peu ça. On reprend contact à l'issue du salon. On fait ce qu'on appelle effectivement des journées découvertes pour qu'ils puissent visiter le concept, nous rencontrer, aller un petit peu plus en détail justement du projet, s'assurer que voilà, les zones géographiques correspondent bien, les apports. Et à l'issue de la journée découverte, on peut convenir par la suite de ce qu'on appelle une immersion. Voilà, ils sont complètement en service, à regarder, à observer, à participer pour qu'on puisse valider la candidature. Alors, je tiens juste à vous préciser que si vous n'avez pas le temps, lors du salon, d'aller voir l'ensemble des enseignes qui peuvent vous correspondre, vous avez la possibilité, via le site du salon franchiseparis.com, d'avoir des rendez-vous en visio après pour peut-être
peut-être prolonger vos recherches. Parlons du risque qu'il y a en franchise. La notion de risque en franchise, est-ce que c'est importante? Est-ce qu'elle est importante, Laurent? Ce n'est pas un produit d'épargne. Ouais. Donc forcément, il y a un risque. On peut se planter. Il y a un risque entrepreneurial. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, on a une statistique qui existe au niveau de la Fédération française de la franchise et qui stipule clairement que la création en franchise est moins risquée que la création en propre. Ça, c'est sûr. Ça se voit au bout de 5 ans. Généralement, la stat est au bout de 5 ans. Mais on n'est jamais à l'abri d'un écart, soit par rapport au profil souhaité. On a pensé que tel candidat était un très bon candidat et qu'il serait très performant sur un site. Force est de constater que ce n'était pas forcément un bon candidat. Inversement, le franchiseur pensait que ce serait un très très bon site, local commercial de grande valeur, et visiblement, on n'a pas eu le succès escompté. Donc ce n'est pas une science exacte. On a un risque. Maintenant, ce risque, il est minimisé. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais directeur de la franchise d'un réseau. On avait 280 points de vente dans la restauration. J'ai géré un contentieux en 5 ans sur 280 franchisés. Bon, certes, c'est un réseau national, bien assis, mais le contentieux en franchise, heureusement, n'est pas prédominant. Mais il y a un risque pour le franchisé. Il doit savoir qu'en mettant telle somme d'argent dans son projet, il est entrepreneur, il peut les perdre. Alors, ce qui m'amène là à l'entraide qu'il y a, l'aide qu'il y a à la fois entre le réseau et les franchisés, et puis l'entraide aussi entre les franchisés. J'imagine que c'est une notion qui est importante aussi. Vous regroupez, comment est-ce que le lien se fait entre la tête de réseau et ceux qui vous représentent, Prisca? Alors déjà, il y a un outil. Chez Bagel Corner, on a la chance d'être entièrement digitalisé. Donc on a un outil, un intranet qui nous permet d'échanger directement et en temps réel avec la tête de réseau, et la tête de réseau les franchisés peuvent aussi également échanger entre eux. On a aussi un service animation avec des animateurs région qui sont d'ailleurs basés en région pour être au plus proche justement des restaurants. On fait ce qu'on appelle des réunions régionales. On les réunit tous par région pour aussi être au plus proche. On a une grosse convention nationale aussi tous les ans où là on essaie de partir tous ensemble pour être la tête de réseau et le réseau entièrement. Donc voilà, il y a tout au long de l'année de la prise de contact, de la visite, de l'échange en physique, en digital, en sortie, voilà. Alors, oui, Samuel. Oui, je dirais que c'est vraiment pendant toute la durée de la vie du franchisé, où le franchiseur accompagne ses franchisés. On a parlé tout à l'heure de la formation initiale, l'accompagnement au démarrage, très important aussi, d'accompagner le franchisé dans son lancement de magasin. Et puis ensuite, après, c'est effectivement les congrès nationaux, les réunions régionales, et puis les outils digitaux, intranet et extranet, qu'on peut avoir dans les réseaux. Absolument. Le contrat de franchise, justement, il court sur combien d'années? C'est des choses qui sont bien encadrées, évidemment, qui sont bien définies. Il y a des durées qui sont différentes selon les réseaux, Laurent? Oui, forcément. Si vous avez beaucoup d'immobilier, beaucoup d'amortissables, vous allez avoir un délai de contrat qui va être plus long. C'est-à-dire qu'en clair, si vous avez un emprunt bancaire sur 7 ans, on ne va pas positionner un contrat de franchise sur 5 ans. Vous voyez, donc on va essayer de calquer le modèle économique en fonction de la durée du contrat. Donc c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, qui est un peu plus technique, je vais essayer de le synthétiser. La première année, vous êtes franchisé, vous perdez de l'argent. C'est logique, c'est l'année de lancement. La deuxième, vous en gagnez un tout petit peu. La troisième, vous en gagnez bien. Si vous arrêtez votre contrat à la 4e année, vous n'aurez qu'une année de bénéfice plein. Alors que si vous prolongez sur la 5e, 6e, 7e, vous allez avoir beaucoup de bénéfices cumulés. Donc on va essayer de regarder, ça c'est mon travail en tant que franchiseur, je vais regarder à positionner ma durée de contrat en fonction que mon candidat à la franchise, qui deviendra franchisé, ait suffisamment, on va dire, de cash flow disponible à l'issue de son contrat pour être satisfait. Chez vous, Bagel Corner, Prisca, ce sont des durées qui sont bien définies et on ne négocie pas. C'est défini, c'est sur 7 ans, et on ne négocie pas. Il y a des raisons pour cela? C'est pour éviter de créer des disparités entre les franchisés? Alors, le contrat, déjà, de fait, c'est le contrat qui est applicable, qui est valable pour tout le réseau. C'est important, je pense, pour la cohérence, parce qu'il y a une vie de réseau. On anime un réseau, donc voilà, je pense que tout le monde aux mêmes conditions, c'est plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt sain comme démarche. Et 7 ans, nous, il y a aussi une raison particulière, c'est pour être raccord justement à la notion d'emprunt. Bien souvent, c'est financé sur 7 ans, donc voilà, ça va bien tout le monde comme ça.
Oui. Enfin, il y a quand même quelque chose enfin, c'est très simple. Le contrat de franchise, ce n'est pas un contrat de gré à gré. Vous achetez un véhicule, vous négociez, gré à gré. Vous devenez aujourd'hui franchisé Bagel Corner, c'est un contrat d'adhésion. C'est oui ou c'est non. Vous adhérez. Voilà, donc ça Donc, fait c'est pas aussi négociable. partie des critères, des paramètres qui sont importants. C'est la franchise. On parlait de l'apport personnel. Il y a aussi effectivement cette durée qui est importante. Et qui Le est contrat n'est pas négociable. Vous pouvez négocier une zone d'activité, mais vous ne pouvez pas négocier les termes du contrat. Combien d'années chez vous, C'est Carolin? la même chose que Prisca, c'est 7 ans. 7 ans aussi. Toujours dans cette projection et cette vue ce côté aussi patrimonial, le fait d'investir dans un pas de porte et puis de valoriser ce pas de porte tout au long de l'année. Il y a des questions qui arrivent sur la rémunération, notamment la question de François qui dit voilà les royalties, un pourcentage du chiffre d'affaires annuel versé aux franchiseurs. Est-ce que sur le long terme, ce n'est pas un frein au développement de la rentabilité d'une affaire en franchise? Alors là, je comprends mal la question, puisqu'en fait, la redevance correspond à une activité obligatoire du franchiseur. Tout à l'heure, on parlait, c'était votre question, sur que faisons-nous pour les franchisés. L'animation, l'assistance au réseau est une obligation légale du franchiseur. Le franchiseur se doit d'assister son réseau. Ça passe par une formation initiale, formation continue, animation continue du réseau. Donc si on ne fait pas d'assistance, on est déjà hors la loi. Premier point. Deuxième point, le réseau vit sur un savoir-faire. Mais le savoir-faire, il évolue. Il évolue au fur et à mesure du temps. Donc le franchiseur va faire évoluer son savoir-faire et donc animer ce nouveau savoir-faire. Donc si on devait rester statique, l'immobilier n'aurait pas été sur Internet et on serait passé à côté d'Internet. Donc forcément, Internet a suivi l'immobilier, les franchiseurs d'immobilier ont suivi Internet et l'animation a suivi. Donc s'il n'y avait pas eu de redevance, il n'y aurait pas eu d'Internet chez Century 21. Ça aurait été embêtant. On parlait tout à l'heure de la durée du contrat de franchise qui est important, qui est un des points importants. Quels sont les autres points essentiels à vérifier avant de se lancer? C'est une question qui nous est posée. Là, spontanément, j'aurais répondu ouais. à la notion d'accompagnement et de formation. Je pense qu'elle est essentielle. Parce que, comme on se disait tout à l'heure, il peut y avoir un changement de vie, un changement de métier. Comment je vais être formée? Combien de temps? Par qui? Est-ce que ça va être tout au long du contrat? Voilà, je pense que le principe même de la franchise, c'est de dupliquer et de transmettre un savoir-faire. Donc, alors justement, c'est l'un des thèmes que l'on aborde, c'est les aides que vous apportez aux franchisés. Typiquement, chez vous, le cas de figure, chez Bagel Corner, lorsqu'on vient vous voir, lorsque l'on signe, comment est-ce que vous allez accompagner le développement de l'activité? Alors nous, déjà, on a un centre de formation qui est intégré. On a toute la tête de réseau qui est basée sur Paris. On a notre restaurant pilote, les bureaux juste au-dessus et un centre de formation où on a reproduit un restaurant taille réelle. Et le franchisé, quand il arrive, il est 15 jours avec nous. Ça lui permet d'être formé dans notre centre et grandeur nature. Donc il voit tout, une mise en place, une ouverture, une fermeture de restaurant, l'affichage obligatoire dans un restaurant. Et tous les midis, il va pratiquer dans le restaurant auprès de la clientèle. Il pratique avec nos équipes en succursale. Donc voilà, ça c'est quand il arrive. Et puis après, on a des formations. Alors c'est vrai que tout ce qui s'est passé dernièrement nous ont fait peut-être accélérer aussi le processus, mais on pense à la formation en ligne. On a mis en place des tutos. On a notre responsable de formation qui peut être amené maintenant à se déplacer également dans les restaurants. Donc voilà, il y a toute une série de services. On continue. Voilà, il y a la formation initiale, il y a celle en continu, et on continue encore de l'améliorer. Prisca, le réseau Bagel Corner a été classé dans le top 3 des réseaux ayant le mieux accompagné les franchisés sur l'année 2020-2021. C'est selon le club de la franchise qui a été créé par Yves Sassy qui vous met donc dans ce top 3. Ça veut dire quoi et comment vous avez fait? Comment vous les avez accompagnés en période de crise? C'est pas forcément évident. J'imagine que vous avez dû prendre des décisions pas forcément faciles, pas forcément évidentes l'année dernière. Oui, il a fallu. Mais je dirais que la première des choses, c'est l'humain. Je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire, on se le dit depuis le début, il y a une dimension très très humaine dans la franchise. On parle beaucoup d'accompagnement. Je pense qu'on a gardé le lien avec notre réseau. On a même maintenu le recrutement et c'est de là qu'est arrivée d'ailleurs l'animation en région, ce qui n'était pas forcément le cas. Et on a réalisé que du coup d'avoir des animateurs en région pour être encore plus proche de notre réseau, c'était super important. On a accompagné, il y a eu un soutien financier aussi. On a fait des choix, on a décidé
de suspendre les premiers temps les redevances. On a mis en place un budget pour de la communication digitale parce qu'à ce moment-là, voilà, il y avait un gros travail à faire. On a développé tous les canaux de distribution qui nous étaient encore possibles parce qu'on avait la chance d'être dans la restauration rapide et de pouvoir encore travailler via les canaux et les agrégateurs les plus connus. Donc voilà, fallait avoir une offre à ce moment-là, fallait avoir une réponse et on s'est positionné. On s'est positionné tout de suite. Quelle est l'aide spécifique que Cava20 propose aux candidats que vous allez peut-être voir lors du Salon de la franchise dans quelques jours ? Juste pour compléter ce que disait Prisca, effectivement, nous, le réseau, pendant la crise, le réseau est resté ouvert. Donc, on a pu effectivement apporter des solutions aussi également, les solutions digitales sur notamment le paiement à distance, le click and collect, toute cette partie digitale qui est là aussi effectivement un savoir-faire qui a été essuyé souvent par le franchiseur, par le biais de ses propres magasins pilotes, ont permis ensuite d'apporter ces services-là aux franchisés. Donc cet accompagnement-là autour du digital, ça c'est effectivement des raisons clés, en plus de ce qu'a évoqué Prisca, effectivement, qui est le relationnel qu'il ne fallait absolument pas couper en temps de crise. Alors sur la formation, si je ne suis pas pour l'instant bien au fait du vin et de cet univers-là, comment est-ce que vous allez m'accompagner si je décide de signer avec vous ? Alors, au départ, je vais vous poser quand même quelques petites questions sur vos compétences, votre appétence en termes de vin et spiritueux, votre côté épicurien, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il faut savoir si tu es cognac, Bordeaux... c'est mieux, parce que ça va être effectivement des demandes de la part de la clientèle. Ensuite, on a un site touristique qui est basé sur Bordeaux, à proximité des gros châteaux, sur lequel on va faire une immersion en formation avec nos franchisés. D'accord. Où pendant... une grosse semaine, on va travailler toute la géoviticulture, l'étude des cépages, l'alliance accord mets et vins. Et puis ensuite, on a une formation qui se situe sur notre siège social à Guérande, sur lequel là, on va passer au crible tous les services du franchiseur. On a parlé tout à l'heure du marketing, de la communication et du digital. Ça, c'est effectivement des grosses parties d'accompagnement pour un candidat. Samuel, aujourd'hui, Cava20, c'est en moyenne 15 ouvertures par an. Vous êtes un réseau qui est en plein développement et vous avez, en fait, vous décidez de vous adapter aux candidats et notamment aux nouveaux franchisés qui n'ont pas forcément les moyens, on va dire l'emprunt de base, en fait, le ticket d'entrée, ou qui souhaitent être accompagnés un petit peu plus. Vous pouvez nous expliquer le principe ? Absolument. Ça, c'est d'ailleurs un constat qui nous est parvenu il y a quelques années sur le Salon de la franchise, où on avait des retours de la part des candidats sur notamment la capacité à avoir un accompagnement un peu plus poussé au démarrage, souvent aussi avec un apport personnel un peu moindre, qui permet en fait de souscrire à ce qu'on appelle chez nous un contrat d'affiliation, donc qui permet pendant les 3 premières années d'accompagner véritablement un candidat à la franchise, dans lequel la partie qui est complexe dans notre univers, qui est la gestion du stock, va être portée par le siège. Et donc c'est un vrai tremplin derrière pour accompagner ce candidat en vue d'un développement à la franchise dans un second temps. Cette question qui nous est posée, est-ce que le franchiseur accompagne le candidat dans le choix de ses locaux et de quelle manière le lien se fait, Laurent ? C'est une vraie question parce que la responsabilité de la validation du local revient au franchisé puisque c'est lui qui va investir. Par contre, il va falloir que ce local corresponde au cahier des charges du franchiseur. Il faut un flux de 10 000 véhicules jour. Il faut un linéaire de façade de 20 mètres carrés. Bref, il y a un cahier des charges qui existe, qui est fourni du franchiseur vers le candidat à la franchise. Très souvent, les grosses enseignes ont des développeurs, c'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui ont pour mission, pour objectif d'aller chercher, toute France, des locaux commerciaux pour pouvoir les proposer à leurs candidats. Donc, le développeur, va aller chercher des locaux commerciaux et les proposer aux candidats. Donc là, on va répondre à votre question. Oui, le franchiseur accompagne le franchisé dans sa démarche. Mais ça ne doit pas éviter que le franchisé lui-même, le candidat, aille par lui-même faire le tour de sa ville et aller chercher le local qui correspondra forcément au cahier des charges transmis. Un outil qui est important si vous voulez vous lancer en franchise. Vous parliez tout à l'heure de l'Observatoire de la franchise, qui est un formidable outil mis à votre disposition. Le site observatoiredelafranchise.fr, c'est 350 000 visites par mois, plus de 60 000 candidatures envoyées par an et plus de 30 000 CV qui sont candidats qui sont inscrits. Une question qui nous arrive dans l'alimentaire. Alors là, on est avec donc des bagels et du vin sur le plateau. Quels sont les autres secteurs qui sont en vogue ? Le bio, par exemple. Le bio, ouais. Le bio fonctionne très très bien. C'est un secteur qui
aujourd'hui a pris un énorme essor. Un certain type de restauration rapide. Là, on a des créneaux très, très porteurs. L'amélioration de l'habitat, par le Covid, essayer d'avoir une piscine aujourd'hui, il faut attendre 2 ans. Donc, des secteurs qui vont bien autour aussi de services à la personne, le portage de repas à domicile. Voilà un exemple de 4 secteurs qui aujourd'hui vont bien. Alors, une question qui nous parvient. Quel est le délai moyen entre la première rencontre que l'on fera, que vous ferez, peut-être, je vous le souhaite, sur le salon de la franchise, et entre la signature? Est-ce que ce sont on revient sur les process, est-ce que ce sont des délais qui sont longs ou ça peut se faire assez rapidement? S'il y a un local commercial, la moyenne est à peu près 9 mois. 9 mois. Ouais. S'il y a un local commercial, et si le local est disponible. S'il y a des travaux, vous pouvez pousser à 12 mois facilement. Si vous voulez, par exemple, monter un supermarché bio, sans donner de nom, vous êtes plutôt sur 2 ans. Ça mettra un petit Par peu contre, plus de temps, vous bien êtes sur sûr. du service à la personne sans local, en home office, ça peut être 3 mois. On va l'idée, c'est les temps que Laurent vient de nous donner. Complètement. Prisca, chez vous, Bagel Corner, c'est ça, environ 9 mois? 9 à 12 mois, oui, 9 selon à la 12 recherche de l'emplacement. Un bon chiffre, 9 mois, non? Oui, c'est pas mal, oui. Samuel? Oui, c'est ça, entre 6 et 9 mois, effectivement. Mais ce qui est prédominant, c'est l'obtention du local. Et ça, effectivement, c'est un critère qu'on n'a pas forcément. Qu'il faut anticiper. Je rappelle que le Salon Franchise Expo se tient à Paris, porte de Versailles, du 26 au 29 septembre prochain. Vous pourrez donc y rencontrer des centaines d'exposants, participer à des conférences. Le programme complet est à retrouver sur le site franchiseparis.com. Question de Fabien, comment fonctionne la sortie de franchise? J'espère qu'avant de sortir, oui, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Bien sûr. Mais bon, alors, est-ce que la vente du fonds de commerce est réglementée ou est-ce que c'est libre? C'est une question très technique d'un candidat pointu. Voilà, c'est bien. En fait, mais c'est la bonne question. Dans tous les pactes d'actionnaires ou tout type de contrat, ce qui est intéressant, c'est comment on rentre, comment on sort. Donc là, comment on sort d'un contrat de franchise? Déjà, vous avez une date contractuelle. On l'a dit tout à l'heure, c'était 7 ans. Donc normalement, vous avez un préavis de 12 mois, c'est-à-dire que 12 mois auparavant, le franchiseur vous dira s'il souhaite reconduire ou non le contrat de franchise. Donc vous avez déjà un préavis. S'il vous dit, voilà, je ne souhaite pas reconduire le contrat de franchise, vous devrez, à l'issue de votre période contractuelle de 7 ans, retirer le panneau, mais garder le local commercial. Si le fonds de commerce vous appartient, vous n'aurez par contre pas le droit de l'exploiter sous enseigne du franchiseur puisqu'il vous a retiré le contrat. Vous ne pourrez pas non plus avoir une activité directement concurrente, ce qu'on appelle une clause de non-concurrence, évidemment post-contractuelle. Par contre, rien ne vous empêche de faire une autre activité sur ce même local commercial. Autre hypothèse, le franchiseur vous dit il n'y a pas de souci, on va reconduire le contrat. Donc vous reconduisez pour une période définie de 7 ans le contrat avec la même franchise. Il y avait une autre question, à la fin de votre question? Sur les royal... non, je passe à la prochaine question. La vente du commerce, la vente du fonds de commerce, est-ce qu'elle est libre ou est-ce qu'elle est réglementée? Alors là, on rentre dans une petite pointe du contrat, c'est-à-dire que le franchiseur va vouloir sécuriser son réseau. C'est-à-dire qu'il a tout intérêt à ce que les fonds de commerce restent chez lui. Donc si vous avez un acheteur, vous êtes le franchisé, je suis le franchiseur, vous avez un acheteur pour acheter le fonds de commerce sous mon enseigne. Je vais préempter, c'est-à-dire que je vais dire, OK, vous souhaitez vendre, mais je veux être le premier à l'acheter. Je vais préempter. C'est-à-dire que je vais donner un montant et je vais récupérer le fonds de commerce pour le donner à un autre franchisé. Si vous souhaitez le vendre à quelqu'un d'autre sans mon agrément, c'est-à-dire sans que, là, vous serez bloqué. Qu'est-ce qui se passe à l'issue du contrat si on veut arrêter? Est-ce qu'on le vend? Est-ce que le réseau rachète le contrat? Quelles sont les contraintes qui sont liées à la franchise? Typiquement, chez vous, Prisca, Samuel, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Laurent, de manière générale. C'est un peu ce que je viens de dire, je crois. Mais... Oui, en fait, c'est marrant parce qu'on anticipe la sortie avant d'avoir... Non, c'est ça. C'est-à-dire que la sortie, elle est planifiée. Elle est planifiée. Vous avez un préavis qui est donné soit par vous, soit par le franchiseur. À l'issue, vous avez 3 choix. Soit vous reprolongez le contrat, donc OK, vous remettez pour 7 ans avec le franchiseur. Soit vous vendez le fonds de commerce, mais votre franchiseur va préempter et donc va récupérer le fonds de commerce en vous payant la somme liée à l'achat de ce fonds de commerce. Soit vous le vendez, soit vous gardez, vous sortez de l'enseigne, mais là vous mettrez une activité qui ne sera pas concurrente à la franchise d'origine. Alors, des questions qui reviennent régulièrement là sur le live, on va parler de la rémunération. Comment est-ce qu'on se rémunère? Combien est-ce que l'on se rémunère? Quel est le salaire moyen d'un franchisé Cave à vin ou Bagel Corner? C'est une question précise qui nous est posée. Est-ce que les réponses sont simples? La réponse, elle n'est pas simple. Pourquoi? Parce que le franchisé,
il est avant tout un commerçant, enfin un chef d'entreprise indépendant. Ce qui veut dire que juridiquement, il est indépendant et économiquement, il est indépendant. Donc c'est lui qui se dégage sa rémunération en fonction Nous, on apporte un modèle économique, si vous voulez. Ouais. Après, la véritable question, c'est est-ce qu'il travaille déjà dans son commerce? S'il n'y travaille pas, il va falloir du coup un peu plus de salariés. Donc ça veut dire une masse salariale un peu plus importante. Quand il est du coup investi dans le enfin pour nous dans le restaurant, excuse-moi. Mais dans le restaurant, est-ce qu'il va se dégager un salaire? Est-ce que ça sort en dividende? En réalité, c'est quelqu'un qui est vraiment indépendant. Il appartient à un réseau, donc il a tous les services qu'on a cités tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est indépendant et qui gère sa propre entreprise. Et moi, je ne peux pas ingérer, si vous voulez, dans son entreprise, dans sa façon de gérer. Donc je communique un modèle économique avec des ratios, et ça va dépendre de son travail à lui, de son investissement et de sa capacité à aller chercher son chiffre d'affaires. Samuel ? Je partage complètement ce que vient de dire Prisca. Effectivement, ça va être l'investissement personnel qui va être dégagé au sein de son magasin. Ensuite, après, ce qu'on peut évoquer, c'est qu'il y a des différents services que la tête de réseau peut proposer, qui sont de l'accompagnement par le biais de cabinets comptables, soit référencés, et là, qui vont effectivement accompagner le porteur de projet sur comment il souhaite avoir cette rémunération-là, effectivement. Est-ce qu'on est sur quelque chose de fixe? Est-ce qu'on est sur des dividendes? Enfin, il y a plusieurs cas de figure là, dans ce cas. Je vais compléter. Oui. Je vais être plus concret parce qu'ils n'osent pas l'être, je le comprends bien. Sur un secteur comme la restauration rapide, sur un secteur, une enseigne qui marche bien, qui fonctionne bien, Burger Premium, on va être aux alentours d'1 million d'euros. Tout ce qui va être poké, tout ce qui est un peu tendance, 1 million d'euros, c'est quoi? C'est de chiffre d'affaires. Hors taxe. Annuel. Exactement. Là-dessus, le franchisé, généralement, va se prendre entre 3 et 5 000 euros de salaire. Mensuel. On appelle ça de la rémunération mensuelle. D'accord. Et grosso modo, à la fin de l'année, il va sortir entre 6 et 10% de résultats courants avant impôt. C'est à peu près ça. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'issue de son contrat de franchise, la valeur de son fonds de commerce est réelle. S'il fait 1 million, on va le racheter 80% d'1 million, soit 800 000 euros. Si vous divisez par 7 ans, ça fait 110 000 euros à rajouter. Donc, pour avoir réponse à votre question, il faut bien que votre téléspectateur, enfin votre visiteur, votre internaute, il ait en main la notion de rémunération, salaire, dividende, et valorisation étudiée de son fonds de commerce. Une remarque qui amène une question que vous nous faites parvenir, dépêchez-vous puisqu'il nous reste quelques minutes encore pour échanger. On conseille souvent aux franchisés de ne pas se rémunérer pendant 1 an ou 2 pour consolider. Est-ce qu'il en est de même pour la perception des royalties par le franchiseur? Alors déjà, c'est 1 an ou 2, est-ce que c'est vrai ou pas? Il se trouve qu'effectivement, quand on est sur un secteur d'activité où on est un peu tendu et que la première année est plus difficile qu'on ne l'imaginait, on va faire un effort sur sa rémunération. Tout chef d'entreprise fera la même chose, c'est sûr. La question qui suit, est-ce que le franchiseur va accompagner? Je l'ai vu faire. Un site Auchan que j'avais à titre personnel validé pour un franchisé dans la restauration, on avait vraiment pensé que le site allait très bien fonctionner. Il n'a pas fonctionné. On a suspendu les redevances pendant 1 année, oui. Est-ce que l'on peut ouvrir une franchise sans pour autant y travailler, juste en fait gérer la franchise? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ce sont des schémas qui existent aujourd'hui? Alors, chez vous, tout d'abord, peut-être Prisca, Begelkormer? Oui, c'est possible. Oui. C'est un autre profil. Hein. Ce n'est pas forcément le profil du commerçant opérationnel, mais c'est le profil, nous, ce qu'on appelle de l'investisseur, qui peut avoir dans ces cas-là un territoire pour pouvoir mailler son territoire et avoir 2, voire même 3 unités. Et ainsi superviser ces restaurants avec un manager opérationnel. Tout pareil chez Cavavin, Samuel? Oui, majoritairement, on a quand même plutôt des entrepreneurs sur les premières années qui sont, j'ai envie de dire, au charbon dans leur magasin. Et puis, on peut avoir des profils de candidats à la franchise qui vont être sur une stratégie plutôt long terme, en essayant de développer une 2e, une 3e identité. Et là, auquel cas, on sort un petit peu du cadre du magasin. Et là, auquel cas, on a des salariés effectivement à manager. Donc, c'est des profils différents, absolument. Enfin, globalement, on commence par une unité, on fait ses preuves, et on demande d'en ouvrir une 2e, une 3e. Oui. Je rappelle que le salon Franchise Expo se tiendra du 26 au 29 septembre prochain, dans quelques jours, en porte de Versailles à Paris. Qu'est-ce que je dois amener avec moi? Qu'est-ce que je dois présenter à un réseau si je suis candidat à la franchise? C'est quoi? Je viens avec un CV? Concrètement, je viens avec quoi? Je suis content parce que je me suis dit, je ne vais pas avoir la question. En fait, je pense que lorsque vous allez vous présenter au sein de la franchise, les bonnes questions à poser,
c'est des questions qui sont relatives au concept. Ça ne sert à rien d'aller parler du contrat, du modèle économique dans les grandes lignes. Ce sont des questions qui vont forcément arriver par la suite. Sur un salon, ce que je veux bien comprendre en termes de candidats et en termes de développeurs, c'est comment fonctionne le concept, quels sont les avantages concurrentiels de ce concept. Un bon candidat, il va venir vers moi, il va me dire, voilà, j'ai vu votre concept, je trouve très bien, mais qu'a-t-il de mieux que tel concurrent ? Qu'est-ce que vous avez mis en avant pour être performant ? Qu'est-ce que vous allez faire pour, si jamais le Covid revient ? Ce sont des questions qui vont être portées plus sur le concept. Et là, on va se dire, ce candidat, il est différent des autres. Il est pas mal. Donc, moi, je viendrai déjà avec beaucoup de questions sur le concept. Ensuite, sur l'équipe dirigeante. J'ai vu que votre dirigeant dans tel magazine avait parlé du digital. Pouvez-vous m'en dire plus ? Donc, c'est s'intéresser, tout simplement, s'intéresser au discours. Sur un salon, comment ça se passe ? Si c'est bien fait, vous allez avoir 2 desks. Un desk avec une hôtesse qui va comprendre si tout de suite, vous êtes éligible ou non à la franchise. Si vous passez ce desk, vous allez être sur un 2e niveau d'information où les gens vont s'intéresser plus à vous. Mais ça va durer maximum 20 minutes. Donc, ce qu'il faut faire, on n'aurait pas l'occasion de faire 2 fois la bonne impression. Donc, il faut parler de choses qui vont lui donner envie de vous recevoir par la suite. Voilà mon conseil. D'où l'importance de bien sélectionner le secteur et le réseau, d'avoir un peu anticipé. Vous serez présent, j'imagine, forcément, Samuel Prisca, porte-parole de Versailles. Vous attendez avec impatience les candidats à la franchise ? On n'a pas eu de salon l'année dernière, donc là on a hâte effectivement de revenir sur du présentiel. Oui, effectivement, ça va faire du bien. Avant de se quitter, puisque voilà, on vient de dépasser les 45 minutes, on arrive à pratiquement à la fin de cet échange. Un mot de conclusion pour les futurs franchisés qui vous regardent. Prisca, je commence avec vous. Merci. Donc là, il faut que je trouve l'inspiration. Non, mais comment vous pouvez les motiver à venir vous voir ? La franchise, c'est un beau modèle. La franchise, c'est un tremplin et un accès à l'entrepreneuriat. C'est la possibilité de développer une activité. C'est la possibilité de développer son territoire aussi. Et voilà, chez Bagel Corner, en tout cas, on a encore des belles opportunités de développement, aussi bien pour un commerçant indépendant qui souhaite travailler dans son restaurant que quelqu'un qui souhaiterait vraiment investir et s'investir sur tout un territoire. On reste un jeune réseau et on a encore de belles perspectives de développement. Ouais, puis je précise que vous avez ouvert une dizaine de restaurants en pleine crise. Oui. Donc voilà, ça fait partie des enseignes qui sont en plein essor avec un véritable axe stratégique qui est notamment la livraison qui a été, j'imagine, un axe de développement axe de développement, ouais, au niveau des canaux de distribution et de l'offre également. On est en train de retravailler le concept en ce moment pour pouvoir étendre l'offre et pouvoir proposer une gamme all day long, vraiment toute la journée, donc autour d'une déclinaison de produits sucrés dont le donuts. Un petit teasing d'ailleurs, venez nous voir, on vous en parlera plus longuement à Franchise Expo, mais voilà. Samuel, les candidats vous regardent, ils sont là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire maintenant ? Effectivement, venez nous rencontrer sur le salon de la franchise avec effectivement un projet dans lequel vous voulez vraiment vous épanouir. En franchise, effectivement, on se développe dans l'entrepreneuriat, mais pas tout seul. Donc c'est vraiment ça le leitmotiv. On a parlé tout à l'heure de tous les procédés de formation et autres. Donc la tête de réseau, le franchiseur est vraiment là pour accompagner les candidats à la franchise en vue de se développer, puis surtout de répondre à l'objectif que s'est fixé le candidat quand il est venu nous voir la première fois sur le salon de la franchise. Laurence, il dit jamais seul, toujours accompagné, tout en restant indépendant. Est-ce que ça résume assez bien le schéma de la franchise ? Oui, et je vais rester sur votre question précédente. Oui, en fait, je me placerai à la place du candidat à la franchise et à la place du développeur par une phrase. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si moi, franchisé, j'ai un doute dans la relation que j'ai avec le développeur, c'est que je n'ai pas de doute, il ne faut pas que j'y aille. Inversement, si vous êtes développeur, vous avez un doute avec le candidat à la franchise, il ne faut pas y aller non plus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce live organisé par Franchise Expo en partenariat avec l'Observatoire de la franchise. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande évidemment le site observatoiredelafranchise.fr à visiter dès maintenant, avant, pendant et après le salon. Cette année, je vous rappelle que Franchise Expo, c'est plus de 500 exposants, dont plus de 160 nouvelles enseignes. Donc allez les voir du 26 au 29 septembre, porte de Versailles. Le site franchiseparis.com pour préparer votre visite et puis demander votre accès. Un salon qui appartient à la Fédération française de la franchise et qui est organisé par RX France. Merci de nous avoir suivis. Ce programme est à voir en replay sur le site internet du Salon de la franchise. Bon salon à vous et on se retrouve à la fin du mois, porte de Versailles. Merci à vous trois.